Bienvenue dans la troisième partie de l'épisode 7 sur les révolutions scientifiques de Thomas Kuhn. Aujourd'hui, on va parler des nouveautés kuhniennes. Sans plus tarder, Dialogue dilettante 7, les révolutions scientifiques. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par nouveauté kuhnienne? Ok, comme j'ai expliqué dans l'épisode 1, puis un peu dans l'épisode 2, Kuhn est venu un peu renverser les conceptions majeures qu'on avait de la philo des sciences à son époque. Donc, je serais intéressé qu'on aborde un peu c'est quoi vraiment les innovations majeures ou vraiment les concepts nouveaux ou c'est quoi qui est nouveau dans l'approche de Kuhn qui fait en sorte qu'il a été tellement important puis étudié encore aujourd'hui. Parfait, cool. Ok, premièrement, c'est vraiment, comme on l'a remarqué dans l'épisode 1 et 2, c'est l'approche historique. Donc ça, c'est la plus grosse différence avec la philo des sciences avant lui. C'est qu'il passe pas par des raisonnements abstraits, des modèles théoriques, des raisonnements un peu détachés de la réalité. Il va regarder concrètement les données historiques. Donc ça, c'est nouveau dans la philo des sciences. Un autre aspect, c'est l'aspect sociologique. Donc, comme de la même façon qu'il étudie un peu historiquement, il étudie aussi un peu c'est quoi que c'est être un scientifique dans la société. Mais non seulement il étudie c'est quoi le rôle d'un scientifique dans la société, mais il va étudier un peu l'institution scientifique en tant que milieu social. Dans le sens que il va dire des choses comme, par exemple, prenons la définition de paradigme. Pour qu'un nouveau paradigme surgisse, il va dire il doit y avoir un nombre important de scientifiques qui lui adhèrent. Mais ça, d'un point de vue, si on veut être un puriste de la philo des sciences, on va un peu... ça devrait pas importer. Vraiment. Exact, ouais. Parce qu'on va dire... Le fait que beaucoup de gens adhèrent à un paradigme, c'est vraiment pas garanti qu'on fait de la bonne science ou quoi que ce soit. Exact, ouais. Mais Kuhn, il va avoir aucun problème à donner des critères sociologiques à ces concepts de philo. Donc, il va dire, un paradigme, par essence, c'est quelque chose que beaucoup de scientifiques acceptent pour faire leur travail. Ben oui, parce ça serait étrange de parler de paradigme lorsqu'on parle d'une seule personne qui fait des révolutions scientifiques lui-même, même si ça s'avère être exact, puis que c'est le seul qui travaille là-dedans. Ouais, exact. Mais tu sais, aujourd'hui, on a un peu une idée déjà de c'est quoi un paradigme, parce que ça l'a coulé du monde académique dans notre discours de tous les jours. Mais à l'époque, le paradigme dans cette utilisation-là, c'était nouveau. OK. Ouais, si on lit du Popper ou d'autres positivistes logiques, on parle très peu de la place de la science dans la société ou même de l'institution scientifique en tant qu'une institution humaine dans une société humaine. Mm-hmm. Fait que dans le fond, c'est lui qui a défini le paradigme. De la façon qu'on le voit aujourd'hui, ouais. C'est un mot qui existait, mais il lui a donné une connotation scientifique. Donc, c'est normal qu'on se sent un peu mal à l'aise de définir que ce soit une personne parce que c'est lui qui l'a défini, puis il l'a défini comme étant un groupe social. Exact. Donc, okay. Donc l'idée de remettre de l'histoire et de la sociologie dans la science, dans la philo des sciences, c'est une innovation de Kuhn à l'époque. Ensuite, une autre chose que j'ai constatée, il y a comme un vieux débat classique en épistémologie ou en philo des sciences entre des visions empiristes puis des visions rationalistes. Donc souvent, on va dire que par exemple Descartes ou Leibniz sont rationalistes, dans le sens qu'ils acceptent les raisonnements dits a priori. Donc, Descartes, il va faire un raisonnement, comment est-ce que je sais que... c'est quoi la seule certitude que j'ai? C'est que je suis capable de penser, donc je pense, donc je suis. Puis il va bâtir un peu sa vision métaphysique d'une façon a priori, juste en utilisant l'intelligence, sans regarder le monde extérieur. OK. Ouais. Tandis que les traditions empiristes, qui sont plus... historiquement, ils viennent de l'Angleterre, donc qu'on parle de Hume, qu'on parle de John Locke, Hobbes, etc. Eux vont aller voir toute la réalité se trouve toute dans le monde. Okay? Notre jugement a priori
au final ne vient que de notre expérience avec le monde. Puis il y a comme cette espèce de querelle qui dure depuis longtemps entre est-ce qu'on peut vraiment faire des jugements a priori? Est-ce que le monde empirique influence vraiment nos jugements a priori ou vice-versa? Puis pourquoi... Je comprends un peu mal pourquoi ça s'appelle jugement a priori. Parce qu'on n'a pas besoin... C'est qu'on peut imaginer que ces raisonnements-là peuvent être faits sans avoir eu un contact avec le monde. OK, il y en a un qui a besoin de l'observation de fait. En fait, c'est plus le point de départ de l'entreprise de la connaissance ou de la science. Les empiristes vont dire tout part de nos observations sur le monde. C'est ça. Puis les rationalistes vont dire tout part de nos théories qu'on se crée dans notre tête. OK. Fait qu'il y en a un qui est beaucoup plus abstrait, puis l'autre, il se base sur le concret. Qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui pourrait arriver par rapport à ça. Puis les deux versions extrêmes, quand on y pense, sont un peu problématiques. Bacon, qui était comme un des premiers empiristes britanniques, Francis Bacon, lui, il disait que le but d'un scientifique, c'est d'éliminer toutes les préconceptions qu'il a, puis juste d'aller regarder le monde. Mais si on y pense vraiment, c'est pas vraiment possible de faire ça. Comme il faut que tu aies des concepts dans ta tête pour être capable d'observer le monde. Tu sais, tu peux pas vraiment faire table rase de qu'est-ce qui se passe dans ta tête, puis juste accepter des influx de lumière, puis pas les organiser en concept, puis faire de la science. C'est ça, ça prend... Tu sais, les deux, mettons, j'ai l'impression que dans l'empirisme, ça prend des a priori, puis dans l'a priori, ça prend quand même des observations sur le monde, parce que sinon, t'as aucune conception du monde, donc... C'est ça. C'est qu'il y a moi, dans ma vision des choses, il y a un mélange des deux qui... Ouais. Tu sais, c'est une vision un peu simpliste, là, de dire, il y a un mélange des deux, mais... J'imagine qu'il y a aussi plusieurs niveaux de... C'est ça. Ouais. Selon moi, il y a des théories, des domaines scientifiques où peut-être c'est de l'a priori qui est venu avant l'observation, tandis que dans d'autres cas, c'est peut-être l'observation qui est venue avant. Mais au final, c'est comme un peu une synthèse des deux qu'on cherche à faire. Ouais. OK? Kuhn, il fait un peu cette synthèse-là. Il va dire, en réalité, un concept théorique puis un concept empirique ou un concept expérimental, on ne peut pas les distinguer. Donc, il va prendre par exemple la découverte de l'oxygène. L'oxygène, c'est un concept théorique, donc c'est un atome, en fait, c'est une molécule qui a telle et telle propriété, puis on peut observer ces propriétés-là à travers des expériences puis des phénomènes. Puis il va regarder l'histoire de la découverte de l'oxygène, puis il va dire, en fait, on observait des phénomènes, puis on arrivait un peu à les expliquer, mais pas de façon satisfaisante. Puis pour les comprendre, on a dû inventer le concept d'oxygène. Puis les deux sont venus un peu en même temps. Puis une fois qu'on a inventé le concept d'oxygène, on a compris les expériences. Puis il n'y a pas vraiment façon de dissocier les deux si on regarde historiquement comment la chose s'est faite. Ouais. Fait qu'il explique ça un peu mieux que moi, là, évidemment, avec des citations à l'appui, puis avec les travaux de Priestley, Lavoisier, etc. Mais grosso modo, je vois un peu quelque chose de nouveau chez Kuhn, cette espèce de fusion ou un peu de melting pot entre l'empirisme puis du rationalisme. Puis il utilise ça. Il voit pas de problème à utiliser un peu un mélange des deux dans sa conception de la science. Ensuite, une autre nouveauté fondamentale, ou du moins un gros clash avec ce qui se faisait avant, c'est qu'il va rejeter l'idée du falsificationnisme de Popper. Si on se souvient, les anomalies, pour lui, ça ne va pas falsifier la théorie. Les scientifiques sont libres de prendre différentes stratégies pour dealer avec. Soit ils font juste fermer les yeux, dire il y a quelque chose qui marche pas, mais je m'en fous. Mais si je me trompe pas, ça fait quand même partie des éléments de la crise. Oui. Mais c'est pas les anomalies tant que telles qui... C'est qu'il va pas voir ça comme une falsification de la théorie. OK, c'est ça, ouais. Je comprends. Donc, il va donner aux scientifiques, il va les laisser juger de qu'est-ce qu'ils veulent considérer comme une anomalie, puis qu'est-ce qui est important de résoudre, versus qu'est-ce qui constitue quelque chose qui est comment je peux dire, qui est fatal pour la théorie.
Donc, s'ils veulent décider que ça, c'est fatal, il va leur faire confiance que, OK, vous avez un bon jugement. Si vous voulez rejeter cette anomalie-là, excusez, et puis fermer les yeux dessus, il va dire, OK, les scientifiques, il n'y a pas de... les philosophes sont pas là pour vous dire comment bien faire les choses. Donc, ça, c'est un peu quelque chose de nouveau. Là, les 2 points où est-ce qu'il y a eu le plus de critiques puis qui sont, selon moi, les plus problématiques, sont sa thèse sur l'incommensurabilité. Okay? Donc, il va dire que 2 théories, imaginons une période de crise, il y a 2 paradigmes qui se compétitionnent entre eux. Un finit par supplanter l'autre puis devenir le paradigme dominant. Okay? Il va dire que les 2 théories, les 2 paradigmes sont incommensurables dans le sens où un scientifique qui adhère à l'un versus un scientifique qui adhère à l'autre ne trouveront pas une base hors de tout doute ou une base purement logique pour trancher sur quel paradigme est le bon. Okay. Il va aller plus loin. Il va même dire, en fait, ces 2 paradigmes-là utilisent une vision du monde et un langage différent, puis sont tellement différents que la communication est presque impossible. On va juste se parler, nos débats vont juste en fait mener à rien parce que on sera pas capable de s'entendre sur une base commune pour débattre. Mais je trouve que si on pense, tu sais, j'ai pas des exemples, mais si on pense à ce que tu as dit depuis le début, sur les définitions du paradigme puis comment ça évolue, ça fait bien du sens parce que si on parle pas des mêmes éléments métaphysiques, des mêmes techniques, puis du même groupe, à ce moment-là, en effet, si on se base pas sur ces mêmes éléments-là, ça doit être très difficile de communiquer puis d'arriver à un consensus. Ouais. Mais je pense que Popper, il va répondre à ça d'une façon, je trouve, qui est intéressante. Il va dire, il va prendre une analogie avec, par exemple, la traduction. Il va dire peut-être que traduire un texte, c'est difficile, puis c'est dur de trouver les bons mots puis les bonnes expressions. Puis peut-être que certains mots, par exemple en allemand, ne peuvent pas être traduits en anglais à moins de faire des longues phrases compliquées pour prendre toutes les nuances dans le terme, mais il va dire, on est quand même capable de faire ça. Donc, Popper va dire, oui, c'est difficile pour 2 paradigmes en compétition de débattre, mais il va dire, si tout le monde est de bonne foi, on est capable d'avoir un débat rationnel. Puis, si je peux me permettre de faire un petit détour, dans le milieu du 20e siècle, il y a comme une nouvelle branche de psychologie qui s'appelle le Gestalt. Et dans le fond, ils se rendent compte que des fois, on est victime de certaines illusions d'optique. Donc, vous avez sûrement déjà vu comme les dessins que c'est comme, c'est une femme, mais si tu regardes assez longtemps, tu vas voir un oiseau. Ou comme des choses comme ça. Ouais, okay? ouais. Ça, il y a des scientifiques allemands qui ont étudié ça, puis ils appellent ça un Gestalt switch. Puis, Kuhn, il va dire il va reprendre ça un peu puis dire, changer de paradigme, c'est vivre un Gestalt switch, mais pour lequel tu ne peux pas retourner en arrière. Une fois que tu as la nouvelle image, tu peux plus revoir l'autre image. Ta vision du monde a changé complètement. Ouais, puis ça arrive. Il y en a même que, tu sais, des illusions d'optique, justement, que tu vois plus du tout de la même façon puis que t'arrives pas à reprendre. Ouais. Mais j'imagine que dans l'exemple du Gestalt switch, eux, ils disent que tu peux justement switcher entre les deux. Là. Puis, mais Popper va justement dire non, en fait, on peut switcher entre les deux. Puis c'est ça qui est... c'est pour ça que les théories ne sont pas incommensurables. C'est parce que on a la faculté d'aller voir le monde. Si on fait l'effort conscient, de bonne foi, d'aller voir le monde du point de vue des gens dans un autre paradigme, on est capable de faire un peu un va-et-vient. Puis, c'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Puis c'est pas parce que c'est difficile que les scientifiques ne devraient pas le faire. Ouais. Non, mais je comprends ça. Par contre, j'ai l'impression que les deux peuvent quand même aller ensemble. OK, Parce que, mettons, je dis ça sans savoir dans pantoute, mais mettons Kuhn. Ouais. Lui, dans le fond, sa théorie, c'est sur les sciences. OK? C'est sur le paradigme scientifique. J'ai l'impression, est-ce que ce qu'il dit, c'est plus ces 2 sciences-là ne pourront pas arriver à un consensus? Puis, mettons, j'ai l'impression que, d'après ce que tu me dis, que Popper, lui, ce qu'il dit, c'est non, mais la personne est capable de se mettre lui-même dans 2 paradigmes. Tandis que Kuhn, lui, il dit plus, me semble, les 2 paradigmes peuvent pas communiquer entre eux. Tandis que Kuhn, lui, il parle vraiment de l'humain en tant que tel, non?
Peut-être. Moi, Excuse, Ouais, Popper se parle de l'humain ouais. en tant que tel. Ouais, mais c'est que Popper, faut pas... Ouais. C'est une bonne façon de le voir. Là, genre, peut-être que ce que je dis, c'est faux, mais de ce que j'ai compris de Kuhn, c'est assez radical. C'est comme non, deux scientifiques dans deux paradigmes différents ne pourront jamais trouver une base rationnelle sur laquelle se baser pour changer de paradigme ou prendre un paradigme par rapport à un autre. Ils vont dire c'est tout le temps pour des motivations non rationnelles que les scientifiques changent de paradigme. Ah, ok. OK? Ouais, Puis peut-être qu'il a nuancé sa position plus tard, ce qui ne m'étonnerait pas parce qu'il a beaucoup retravaillé sa pensée après son livre. Entre autres parce que comme tout le monde s'intéressait à ce qu'il a fait, donc il était forcé à faire face à la critique, entre autres. Puis aussi, puisqu'il travaille dans les changements de paradigme, ça ferait du sens qu'il change de Ouais. pensée au fil du temps. Ouais. Mhm. Mais de ma vision, c'était assez radical, puis j'avais plus tendance à pencher avec Popper que, OK, peut-être c'est difficile, mais on est capable, si on prend l'exemple de Newton puis d'Einstein, on est capable un peu de voir comment Newton, ça a du sens, entre guillemets, comment Einstein, ça a du sens, entre guillemets, puis pourquoi Einstein, c'est supérieur à Newton. Si on est un scientifique initié, puis on connaît les choses. Ouais, je comprends. Okay. Mais bon, peut-être non. Peut-être que non. Mhm. Ça m'apporte peut-être au prochain point, puis on reviendra sur l'incommensurabilité s'il faut. La conception du progrès dans la science. Okay? Parce que ce schéma kuhnien-là, c'est comme on construit quelque chose, on le fait tomber. On construit quelque chose, on le fait tomber. On construit quelque chose, on le fait tomber. Donc, où est le progrès? Puis là, c'est là que Kuhn est à son plus faible, je pense. Son explication de d'où vient le progrès, puis pourquoi il semble y avoir un progrès en science, en fait, je pourrais pas vraiment dire. J'ai pas trop compris où est-ce qu'il veut en venir. Il semble pas vraiment expliquer. Il semble dire qu'il y a du progrès, mais il semble pas expliquer comment on l'évalue, comment on le sait qu'il y a du progrès. Tout ce qu'il va dire, c'est que la science progresse parce qu'elle peut résoudre plus de casse-tête avec le temps. Okay? Mais bon, je suis pas sûr quoi dire là-dessus. Puis il va être critiqué un peu là-dessus. Ouais, mais c'est une question vraiment dure à répondre aussi, là. Parce que, en même temps, il faut que tu définisses le progrès. Mais c'est ça. Mais c'est un peu ça le défi, c'est quoi du progrès scientifique. Tandis que Popper, lui, il y a une définition claire de c'est quoi le progrès scientifique, c'est qu'on approche notre conception du monde approche celle de la vraie conception du monde. OK. Ça approche genre de la réalité, ça approche de la vérité. Tandis que Kuhn, lui, il va rejeter explicitement l'idée d'une vérité ultime. Il va dire, on avance d'un point à l'autre, mais il n'y a pas de finalité, il y a pas comme, on s'approche pas d'une vérité ultime, on fait juste avancer le long d'un chemin infini, si on veut. Là. Ouais, ben je peux quand même comprendre aussi ce genre de vision-là, un peu comme l'évolution d'une espèce où, tu sais, si on s'est transformé, bon, on est venu, mettons qu'on est venu des primates, puis bon, qu'on a évolué, puis tu sais... Ouais, il n'y a pas de but. Il y a pas de but à la fin, mais tu sais, quand même, il y a des organismes qui meurent, qui renaissent, qui meurent, qui renaissent. Il y a où le progrès? C'est dur à... Mais Popper, lui, va dire... C'est très dangereux l'idée d'accepter qu'il n'y a pas une vérité ultime, même si on ne l'atteint jamais. Il va dire, par exemple, il va faire une analogie avec la cour. Donc, il va dire, un juge qui doit trancher sur un crime, s'il se dit qu'il n'y a pas vraiment de vraie réponse coupable ou non coupable, puis que c'est juste un peu relatif à différents facteurs, il n'y aura vraiment pas la même attitude qu'un juge qui dit « OK, il y a une vraie réponse, coupable, non coupable, puis je dois trouver la vraie. » OK, alright. Puis avant, peut-être qu'on boucle le tout, j'avais peut-être une petite question par rapport à la continuation de ce que Kuhn avait fait. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a inventé, ou pas inventé, mais qui a raffiné, ou qui a fait une révolution par rapport à ce que Kuhn avait déjà écrit? Non, je pense que d'une certaine façon, Kuhn est assez unique. Comme j'ai parlé un peu plus tôt, il a ouvert la porte à
certains champs d'études comme la sociologie des sciences. Il y a même des mouvements... comment ça s'appelle déjà? Il y a un mouvement qui vient de la France. C'est Bruno Latour qui est comme la figure éminente. J'ai oublié le nom, mais eux, ça c'est comme ils prennent Kuhn puis ils l'amènent à l'extrême. C'est que, en fait, même les vérités scientifiques, même les théories scientifiques sont relatives à la société. Puis les théories scientifiques sont comme imprégnées de la sociologie dans laquelle les scientifiques vivent dedans. Puis justement, Bruno Latour, il est dans les impostures intellectuelles. Oh. Les auteurs vont dire oui, la sociologie a un impact, mais de dire que la relativité est juste vraie parce que la société décide qu'elle est vraie ou quelque chose comme ça, c'est pas vraiment une vision de la science qui est rationnelle. Ça. Mm-hmm. OK. Mais très sinon, je pense, du moins à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de comme Kuhn 2. Là. Ouais. OK, cool. Parce que j'imagine si on suit, on peut-être suranalyser le truc, mais si on suit un peu sa conception de la science, lui a conceptualisé cette révolution-là, il était dans la préscience. C'est vraiment une bonne question. Le pire, c'est qu'il fait allusion à ça, comme si je suis en train de créer une révolution. Je me souviens plus exactement ce qu'il dit, mais il en parle dans le livre. Ouais, mais je pense pas que Kuhn serait contre l'idée que sa théorie subisse des révolutions. Là. Ça serait, ouais. Puis un peu hypocrite. Ouais. Puis justement, ça serait, ça fait vraiment un bon lien avec le prochain épisode. Je voulais parler de un peu des critiques que Kuhn a reçues, puis de son impact dans les sciences humaines. Ce que Kuhn fait, on peut qualifier ça d'histoire ou de sociologie même. Quoique on dit de philo des sciences, mais en réalité, c'est très historique. Kuhn, ça rentrerait dans les sciences humaines. Puis, je pense que le schéma kuhnien s'applique beaucoup moins dans les sciences humaines. Puis, c'est de ça que j'aimerais qu'on parle dans le dernier épisode. Cool. Ça wraps up.